Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 28 février 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Hier soir, je me suis couché, contrairement à mon habitude, je me suis couché très tard, 1 heure du matin. Et ce matin, fidèle à mon habitude également, je me suis réveillé très tôt, aux alentours de 5 heures. La nuit était courte. Alors pourquoi je me suis couché si tard? Pour le plaisir. Nous nous sommes réunis hier soir à ma librairie, une douzaine d'amis militants, et nous avons poursuivi ce projet collectif que nous avons, de faire un livre collectif, de témoignages et de photos sur cette expérience que nous avons vécue en commun lors de ce printemps québécois. Les raisons profondes, inavouées, parfois positives, parfois négatives, qui nous ont amenés à manifester. Nos raisons à nous, singulières. Et quelques-uns d'entre nous avions apporté des textes qui ont été lus et commentés et appréciés par la petite communauté que nous formions hier soir. Et ce qui est frappant, ce qui nous a tous frappés, je pense, c'est qu'avant ce printemps québécois, aucun d'entre nous ne nous connaissions. Et nous provenons de milieux et d'horizons tout à fait différents. Mais nous avons une chose en commun, cependant. Nous n'en pouvons plus de nos vies atomisées. Nous n'en pouvons plus de cette solitude existentielle aggravée. Nous n'en pouvons plus d'être murés, emmurés dans notre monde et de soliloquer sans fin. Hier, nous avons partagé la parole. Nous avons partagé la parole comme l'on partage le pain. Nous avons partagé la parole et c'était franchement un moment extraordinaire, je pense. Et je nous invite tous tant que nous sommes. C'est très facile de faire ça. De se réunir dans un lieu quelconque, une cuisine, un salon, un lieu privé de préférence, et de se parler, d'avoir des projets en commun, avec ces gens que nous ne connaissions pas il y a à peine quelques mois. Et ça nous manquait terriblement, ce lien-là, je pense. C'est ce que nous avons encore expérimenté hier soir. Alors c'est tout, c'était tout ce que je voulais vous dire. Je ne peux pas vraiment plus élaborer, je ne peux pas vous en dire davantage sur ce projet en cours. Mais voilà. Alors, comme je suis un peu fatigué, ma vidéo risque d'être possiblement sera courte ce matin. Alors, ce qu'elle nous dit ici, Mona Chollet, elle nous parle du rêveur, elle nous parle de la nécessité de rêver. Pour ma part, ayant grandi à l'école de lecture de Gaston Bachelard, je pense vous l'avoir déjà dit, Gaston Bachelard, pour moi, est probablement mon plus grand maître de lecture. Et Bachelard, qui était tout à la fois un esprit scientifique, un épistémologue, philosophe des sciences, était également un amoureux fou de poésie. Alors, il a écrit les fameux 4 livres là, sur la terre et les rêveries de la volonté, la terre et les rêveries du repos, l'eau et les rêves, et l'air et les songes. C'est absolument magnifique. Publié chez José Corti. Donc, le rêveur. Et puis, il ne lui faut pas grand-chose pour être heureux, le rêveur. S'il peut s'isoler de temps en temps, il est comblé. Mais ce n'est même pas indispensable. Le décrochage intérieur, accompagné d'un petit spasme de volupté, par lequel il s'abstrait de l'univers commun, il l'opère aussi bien en société, à la moindre occasion. Il rêve n'importe où, n'importe quand. Il est autosuffisant. Lorsqu'il marche sur un trottoir, des fantômes ne cessent de venir à sa rencontre, de danser autour de lui, et il s'entretient avec eux le plus sérieusement du monde. Pendant un trajet en train, en métro,
en voiture, son cinéma intérieur ne le rend que plus attentif à la moindre impression de fugitive beauté qui peut se former devant ses yeux. Les autres se croient les pieds sur terre, mais ils ne tiennent debout que parce qu'ils se serrent frileusement les uns contre les autres. La seule présence qu'ils expérimentent est celle de leur défroque sociale respective. Ils vivent dans un décor en carton-pâte et jamais leur perception, leur pensée ne se cogne à quoi que ce soit d'un peu sauvage. Leur existence a depuis longtemps pris congé de la moindre bribe de sens. S'il n'est pas un être social, le rêveur est un terrien. Il ne cesse de communiquer avec le monde. Il y est de plein pied. Il y est chez lui. Ce n'est pas de l'homme de la rêverie qu'on peut dire qu'il est jeté au monde, écrit Gaston Bachelard. Le monde lui est tout accueil. Se rend-on bien compte de la chance exorbitante qui est la sienne? Pauvre ou riche, l'homme contemporain souffre d'une difficulté à habiter, dont il est à la fois l'artisan et la victime. Le paysage de ces villes et l'état de la biosphère en offrent l'illustration la plus concrète. Observant le chaos dans lequel vit l'humanité à la fin du XXe siècle, l'essayiste Robert Harrison constate: nul ne peut dire combien de temps nous resterons des réfugiés sur terre. Mais nous savons aujourd'hui, même les plus privilégiés, les mieux protégés d'entre nous, que nous sommes sans domicile. En vieil argot, lorsque quelqu'un meurt, on dit qu'il a rendu ses clés. Lorsque nous mourons aujourd'hui, avons-nous quelque chose à rendre? On peut être un errant sur terre dans un pavillon en préfabriqué ou dans un bâtiment moderne et luxueux, mais pour un nombre croissant d'êtres humains, la difficulté à habiter doit s'entendre au sens le plus littéral. Dans les grandes villes, le gourbi le plus étroit, le plus improbable, celui des fortunes, contraint à d'extravagantes contorsions par la faible surface de vie qu'on leur accorde, les citadins étouffent et s'étiolent. En France, parmi les gens qui sont à la rue, 3 sur 10 ont un emploi sans pour autant parvenir à se loger. Dans les campagnes combles de l'absurde, nombre de paysans se retrouvent à vivre du revenu minimum d'insertion, alors qu'ils sont, par leur métier même, aussi insérés dans leur environnement qu'on peut l'imaginer, bien plus insérés en tout cas que ceux qui les condamnent à cette existence misérable. Au Brésil et ailleurs, les paysans sans terre se comptent par millions. Ce monde expulse à tour de bras et le rêveur est chez lui. Et ben voilà. Alors donc, c'était tiré de La tyrannie de la réalité de Mona Chollet. Un merveilleux livre. De toute façon, tous les livres dont il est question dans mes vidéos, ce sont tous des livres que j'ai lus en entier ou que je suis sur le point de compléter, dont je suis sur le point de compléter la lecture. Et je ne fais jamais de critiques négatives, car je ne lis que des livres qui me plaisent. Et tous les livres qui sont devant moi, qui me restent à lire, je sais déjà par avance que je vais les aimer. Je les aime déjà. Il me suffit d'ouvrir un passage, une ligne qui accroche mon esprit. Et ça y est, j'ai envie de lire le livre. Un paquet de livres ne me sont pas destinés, ne s'adressent pas à moi. Ces livres-là ne me parlent pas et je ne m'acharnerai pas sur eux. Les seuls ouvrages où je demande à mon esprit d'être critique, où je demande à mon esprit d'être placé sous le signe de l'animus, aurait dit
bachelard, c'est-à-dire un esprit combatif, un esprit un peu agressif, eh bien, ce sont les ouvrages de philo ou de sociologie. Là, j'accepte de lire en m'agrippant après le texte. Pour le reste, la majorité de mes lectures se font sous le signe de l'anima, sous le signe de l'ouverture et de la réceptivité. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Ma page Facebook, une page d'hyperactif, comme vous vous en doutez. Le téléphone de ma librairie, 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous.